C'est pas seulement un style, un talent, mais il faut qu'on puisse accorder nos personnalités et sentir qu'on travaille dans un climat de confiance. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode spécial anniversaire, vu que l'agence d'illustration Agence 002 fête ses 20 bougies cette année. Derrière Agence 002 se cachent les incontournables Michel Lagarde et Sophie Federkeil. Et ça tombe bien, vu qu'il s'agit ni plus ni moins de mes agents. Duo de choc inséparable, Michel et Sophie forment un efficace binôme à deux têtes, l'une chercheuse et l'autre dans la pratique du métier. L'occasion pour moi de leur poser quelques questions afin de lever le voile sur ce métier méconnu et parfois idéalisé. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'illustration, il est inconcevable que vous soyez passé à côté du travail de Michel. Tour à tour éditeur, galeriste et surtout agent, Michel est un passionné de dessin sous ses diverses formes. Il a créé les 3 agences d'illustration Illustrissimo, Agence 002 et Les Illus, fondé les éditions Michel Lagarde ainsi que la galerie 1310 à Paris. Et puis, il a promotionné le travail de quantité d'illustrateurs et d'illustratrices, et pour n'en citer que quelques-uns parmi ceux qui m'ont personnellement inspiré, Michel a représenté des artistes comme Blex Bolex, Jean Julien, Martin Jarry, Tabas, Tom Sramp ou encore Olympia Zagnoli. À l'occasion des 20 ans d'Agence 002, Michel et Sophie ont décidé de mettre les petits plats dans les grands et vous ont concocté toute une série d'événements afin de mettre les illustrateurs de l'agence à l'honneur. À commencer par cet épisode du podcast où ils vous racontent tout. Comment l'agence a-t-elle débuté? Quelle est la fonction d'un agent? Comment Michel et Sophie collaborent-ils pour dénicher les nouveaux talents et promotionner leur travail? Comment l'agence s'est-elle adaptée au fur et à mesure des années? Et enfin, la question à 1000 points. Comment faire pour être représenté par un agent? Bref, à la fin de cet épisode, promis juré, le métier d'agent d'illustrateur n'aura plus de secret pour vous. Allez, je n'en dis pas plus. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir ma discussion avec Michel et Sophie. Bonne écoute. Ok, cool. Du coup, c'est parti. À bonne distance. Voilà, on est bon? Oui. Génial. Ça marche. Michel et Sophie, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui parce que on fête quelque chose de très spécial cette semaine. Il est 20 ans de Agence 002. Oui. Et puis, je sais aussi que le métier que vous exercez en tant qu'agent d'illustrateur est un métier qui questionne beaucoup de gens dans la profession. Et je suis hyper content de pouvoir lever le voile un petit peu en discutant avec vous aujourd'hui. Donc, merci à vous. Bonjour Jérémy, merci de nous interviewer. Je crois que moi c'est la première fois que ça m'arrive, donc Parfait. un honneur, merci. On va rentrer dans la grande famille des podcasteurs de Sens Créatif. On est très intimidés, mais on va essayer d'être à la hauteur. Je te crois pas. Alors ça se voit pas, mais ça Ouais. s'entend pas non plus, mais je suis toute rouge là. Oui, il y a pas de vidéo, donc c'est parfait. Mais avant de plonger dans l'histoire d'Agence 002 et tout ça, je commence toujours mon podcast avec la même question que vous connaissez probablement. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Et dans le sens de qu'est-ce qui vous motive en vous disant allez hop, c'est parti, on attaque cette journée. Alors c'est une très bonne question que je me pose tous les jours en allant boire mon café au café du coin, et ce qui me motive, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée, parce que j'ai plusieurs casquettes, mais on va dire que le métier d'agent, on ne sait jamais de quoi la journée et la semaine sera faite, et donc il y a cette part d'inattendu qui est assez excitante. Alors on a à la fois des tâches qui peuvent être régulière et attendue, mais il y a toujours quand même la surprise du coup de fil qui va peut-être illuminer la journée ou au contraire la plomber. Les rencontres, souvent on a des rendez-vous avec des illustrateurs ou des clients. Voilà, donc les journées sont souvent faites à la fois de choses prévues, mais aussi de beaucoup d'imprévus. Moi c'est plus le côté qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Les illustrateurs que je représente, c'est pas ma famille, mais c'est des gens qui me motivent pour me lever le matin, et j'ai envie de défendre leur travail le mieux possible, et je crois que c'est plus ça. Je suis plus dans
le vif des transactions, des appels, des mails, du suivi. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir quand ça paraît, de voir que c'est réussi, de rencontrer des illustrateurs, mais j'en rencontre moins que Michel. Je suis plus au bureau, assise 8 heures par jour. Voilà, c'est peut-être aussi la manière d'expliquer comment fonctionne en particulier Agence 002. C'est vraiment une agence à deux têtes, on va dire, et il y a une répartition des rôles qui est très claire entre nous. Et moi, mon travail étant plutôt aujourd'hui, puisque j'ai fait à peu près toutes les fonctions dans ce métier, mais aujourd'hui, ce qui me motive en me levant le matin, c'est la découverte en fait, et de trouver des idées pour faire évoluer l'agence. C'est-à-dire, ça peut passer par le recrutement de nouveaux illustrateurs, donc ça passe toujours par une rencontre préalable que je donne souvent mes rendez-vous au café le matin pour apprendre à connaître les illustrateurs. La recherche se fait souvent, enfin il y a une part de hasard qui est assez importante. Il y a aussi évidemment Instagram qui est maintenant une source assez importante pour découvrir des gens, mais je passe toujours par l'étape de d'abord rencontrer la personne, parce que comme Sophie le disait, c'est des gens avec qui on va travailler, c'est pas seulement un style, un talent, mais il faut qu'on puisse accorder nos personnalités et sentir qu'on travaille dans un climat de confiance. Et donc pour moi aujourd'hui, et plus j'avance dans ce métier, plus je me dis que la confiance est à la base de tout, puisque aujourd'hui on peut se poser légitimement la question de quel est le rôle d'un agent, est-ce que c'est utile d'avoir un agent. Si l'illustrateur qu'on rencontre se pose trop de questions par rapport à ça, et s'il pense qu'aujourd'hui l'agent n'est pas forcément utile à sa promotion, la relation de confiance est déjà plus compliquée, puisque en fait c'est un accompagnement, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas créer le désir auprès d'un client par rapport à un dossier si l'illustrateur attend que tout vienne de son agent. Par contre, on peut porter le dossier le plus haut possible dans notre domaine, et puis surtout en apportant aux illustrateurs à la fois une aide pour calculer les droits, les honoraires, et éventuellement une aide juridique, et puis faire partie d'une grande famille d'illustrateurs et rentrer un peu dans une histoire, parce que chaque nouvel illustrateur, c'est comme une pièce d'un puzzle, il faut qu'elle trouve exactement sa place par rapport aux pièces existantes. Voilà, et donc c'est ça ma motivation en fait, c'est d'arriver à chaque fois à avoir l'équipe la plus cohérente et qui nous motive tous les jours pour pouvoir défendre chacun d'entre eux. Ouais. Je me souviens quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais dit que l'agent était une sorte d'amplificateur d'un talent, d'une énergie qui existait déjà en fait. Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je disais en disant on ne crée pas le désir. Il faut que déjà les choses puissent être excitantes pour nos clients. Pour nous, quand un dossier est mûr, en fait, on se dit oui, c'est peut-être le moment de l'intégrer et ça va faire partie de l'histoire de l'agence et on va pouvoir défendre telle personne sans que ça vienne en porte-à-faux avec d'autres dossiers de l'agence. Et à partir de là, on va faire tout ce que est en notre pouvoir, on va dire, pour faire la promotion de chacun des illustrateurs, en essayant de faire en sorte que chacun se sente bien à sa place dans cette agence. Et concrètement, du coup, ça consiste en quoi le métier le métier d'agent d'illustrateur? Alors, on assure d'abord la promotion des illustrateurs que nous représentons auprès des agences de pub, des agences de com, des clients de plus en plus, des clients directs, puisque maintenant ça s'est beaucoup développé. Les clients sur certains projets se passent d'agences, ils ont leur service de communication, ils contactent les illustrateurs par le biais des réseaux sociaux souvent, ou ils nous contactent pour qu'on puisse établir un devis par rapport à leur projet en illustration. Donc il y a la promotion. Et puis il y a tous les jours, c'est établir des devis, négocier des tarifs, voir les plannings, proposer sur certains sujets. C'est très ouvert en fait. On a le sujet, on a vaguement des maquettes et c'est à nous de proposer les illustrateurs qui nous semblent les plus adaptés à la demande. Et
Et puis c'est vrai que j'ai aussi une partie un peu administrative Heureusement. mais oui qui prend du temps. Il y a récupérer les bons commandes, faire les factures, récupérer l'argent, des choses comme ça. De plus en plus il y a de contrats également avec les clients. Bon, c'est tout un ensemble qui occupe bien. Il y a également la partie community management. Alors moi je m'en occupe moins parce que ça prend un temps fou. Il y a les newsletters, il faut alimenter les réseaux sociaux. Donc il y a Cyril qui est pas là aujourd'hui mais qui s'en occupe. Et tout ça, ça occupe vraiment bien. Voilà, et la rencontre avec les illustrateurs également. C'est tout un ensemble. Ouais. En fait, chaque membre de l'agence a vraiment des fonctions définies pour essayer d'être le plus pointu possible, chacun dans son domaine d'expertise, en fait. Voilà, et moi, c'est pour ça que j'ai souhaité, ces dernières années, me concentrer quasiment exclusivement à la recherche des nouveaux talents et, on va dire, à la direction artistique. Donc, il faut savoir aussi que chaque fois que je repère un talent, c'est une discussion qu'on va avoir soit avec Sophie chez Agence 002, mais également, parce que je le précise aussi, Agence 02 fait partie d'un pool de 3 agences qui sont Illustrissimo et Les Illus. Donc en fait, l'équipe complète des agents, on est maintenant 5 personnes. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai repéré quelqu'un entre guillemets, ce talent va rejoindre une des équipes. Et donc là, c'est une discussion avec les agents en poste pour voir si ça correspond le mieux, le plus possible à telle ou telle entité. Voilà, puisque chaque entité a une couleur différente. Voilà. Oui, bien sûr. J'aimerais bien justement parler de ça, mais avant, je serais intéressé de remonter un petit peu aux origines justement. Donc, si je me trompe pas, tout a commencé avec un scooter en 92, et puis j'aimerais bien un petit peu que tu me racontes comment cette agence a débuté en fait. Oui, alors je vais faire court parce que ça pourrait être Oui. un peu fastidieux pour les auditeurs. Mais bon, j'ai créé la première agence Illustrissimo au départ à Bordeaux, parce que je suis pas parisien d'origine, et j'avais constaté que cette profession d'agent était exclusivement parisienne, et j'avais fait le pari, alors avant 92, puisque l'origine d'Illustrissimo remonte à 89, donc il y a 30 ans, en représentant un certain nombre d'illustrateurs, on va dire certains illustrateurs parisiens et du Grand Sud-Ouest, on va dire. J'avais fait des premiers catalogues et le tour des agences de communication de Bordeaux, Toulouse, le Grand Sud-Ouest, jusqu'à Lyon. Et je me suis aperçu au bout de 2 ans que le métier d'agent était très peu considéré et que les clients ne comprenaient pas la valeur ajoutée de ce métier et que les rémunérations ne permettaient pas de continuer, même en étant quasiment le seul agent hors Paris. Donc j'ai eu quelques opportunités de travailler avec des agences parisiennes et je me suis installé en 92 avec Illustrissimo, qui est une agence qui a très très vite décollé. Et donc on va dire que de 92 à 99, je cumulais un peu tous les postes. J'avais une assistante à l'époque, mais j'assumais pleinement le rôle de l'agent. Et en 99, j'ai fait quelques rencontres avec certains illustrateurs, dont certains sont toujours représentés comme Tino ou Monsieur Z, qui fêtent également leurs 20 ans de présence à l'agence, et je me suis aperçu que leur écriture était assez différente de celle des illustrateurs que je représentais chez Illustrissimo, qui étaient plus peut-être attachés à un univers d'auteur jeunesse. Et le fait que ces illustrateurs amènent autre chose, à la fois des traités vectoriels, de l'animation, du cartoon, enfin des choses un peu différentes de ce que j'avais l'habitude de montrer chez Illustrissimo, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième enseigne que j'ai appelée au départ Agent Double. Et cette agence Agent Double, donc, a démarré en novembre 99, donc il y a 20 ans exactement, avec un petit catalogue où je m'étais amusé à illustrer le terme d'agent. J'avais demandé à chacun des illustrateurs, ça allait d'agent d'ambiance à agent de propreté, à agent de publicité, etc. On pouvait jouer avec le mot agent, et ce petit catalogue a eu un certain succès et a lancé ça a été les premiers pas d'Agent 002. Il y a eu d'autres personnes qui m'aidaient à cette époque. Et puis Sophie est arrivée assez tôt en fait dans les toutes premières années. Et ensuite nous avons eu pas mal de succès à l'international,
avec notamment le retour de l'illustration de mode dans les années 2002-2003. Il y a eu vraiment quelque chose autour du lifestyle, de la mode, etc. Et on avait exactement les illustrateurs qui correspondaient à cette tendance. Et ça accompagnait aussi le succès de maisons de disques comme Laurent Garnier, avec des illustrateurs comme Seb Jarno, de magazines comme Wallpaper. Donc là, Monsieur Z a été un des premiers à être dans cette revue et avoir un succès international. Et donc, je dirais qu'en 2002-2003, l'agence a pris une autre dimension, à tel point qu'on avait même ouvert un département à Tokyo à l'époque, avec une agence japonaise. Alors malheureusement, l'expérience n'a pas duré, mais on avait vraiment l'impression que l'agence avait une dimension internationale autour d'un noyau de 7-8 illustrateurs très emblématiques, mais toujours une trentaine d'illustrateurs dans l'agence. Voilà pour la partie historique, et donc maintenant ça va faire 20 ans que l'agence se développe, et chaque année on a des nouveaux talents qui nous rejoignent, ce qui sera le cas pour les 20 ans. On va présenter 5 nouveaux talents lors d'une soirée d'inauguration sur laquelle on prépare encore une surprise. Voilà. Trop hâte. Sophie, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire, moi ça fait quand même maintenant 15 ans que je suis chez Agence 002, donc c'est vrai que j'ai pu suivre, enfin c'est aussi un peu mes 15 ans, voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Et donc j'ai pu suivre avec Michel toute l'évolution, les illustrateurs qui sont là depuis toujours, les nouveaux, ceux qui sont partis. Enfin c'est une grande partie de mon histoire personnelle aussi maintenant. Absolument. Oui. Et avant de rejoindre Agence 002, t'étais déjà passionné par l'illustration? C'était déjà quelque chose Alors j'ai connu Michel en 2001. J'étais très intéressée par le graphisme. À ce moment-là, j'avais déjà un boulot dans la communication. Puis j'ai eu l'opportunité de faire une année à Duperré en adulte, ce qu'on appelait communication visuelle à l'époque, design graphique aujourd'hui. Et puis à l'issue de cette formation, Michel m'a proposé le poste que j'ai actuellement. Et ça tombait très très bien. Il faut aussi bien aimer. Il faut pas avoir de complexe avec l'argent. Ah ouais. Voilà. Ça. Et puis je crois que ça c'est un truc que j'avais en moi. Ça vient. Voilà. Il faut l'avoir. Il faut considérer que c'est un petit peu un jeu. On parle argent, c'est sérieux, mais il n'y a pas d'affect là-dedans. Donc c'est parti pour une longue collaboration. Et dans le mot argent, il y a le mot agent d'ailleurs. Et oui, c'est vrai. Ce sont deux notions qui sont totalement indissociables. Donc nous essayons de transmettre notre goût pour l'illustration à nos clients en essayant de le valoriser justement et d'essayer d'obtenir à la fois les meilleures conditions pour les illustrateurs, mais également de veiller aux intérêts du client. Donc on a un peu un travail d'arbitre dans une négociation, c'est d'arriver à trouver le juste prix, et donc de faire évoluer également les carrières des illustrateurs en valorisant le plus possible les talents des uns et des autres. Ah mais j'admire, hein. Moi je sais que par exemple je suis quelqu'un de très relationnel, j'aime beaucoup rencontrer du monde, j'aime bien mettre les gens en relation, j'aime bien mettre les gens en contact, même refiler des trucs si je me rends compte que c'est pas pour moi, etc. Mais je sais que l'aspect négociation, c'est quelque chose vraiment que je déteste, et c'est en ça que votre métier il est fantastique, oui, quoi. C'est un métier à part entière, ah ouais. En effet, oui. Et on défend beaucoup les droits d'auteur. C'est quelque chose qui peut se perdre dans d'autres secteurs d'activité peut-être, et nous on continue de les défendre. C'est une grande partie aussi de la rémunération. Donc c'est connu plus du grand public pour les droits musicaux, mais il y a aussi pour les droits visuels, c'est important. Ouais, c'est moins connu. Alors peut-être qu'on peut expliquer justement, si on parle de cette partie, comment se compose une négociation. On va d'abord parler des honoraires. Alors les honoraires, c'est un mot qui peut paraître un peu obscur comme ça, mais en fait ça concerne le travail lui-même. Et donc on va à la fois juger de la quantité de travail, donc essayer de ramener ça au prix d'une journée de travail. Cette journée sera évaluée en fonction un peu de la notoriété de l'illustrateur et de la valeur ajoutée qu'il va apporter à cette commande. Une fois qu'on a déterminé le poste des honoraires, on va demander à nos clients de nous donner le maximum de précision sur l'utilisation de ces images
Donc là, on va attaquer la partie droit. Et ça, c'est, comme disait Sophie, c'est quelque chose d'assez essentiel puisque on va essayer de délimiter à la fois le territoire, donc savoir si c'est une campagne France, internationale ou régionale, voire très locale. Ensuite, déterminer le nombre de supports. Est-ce qu'il s'agit d'une campagne juste pour quelques parutions presse, de l'affichage, des bannières pour le web, ou une campagne télé, ou une campagne cinéma, ou juste les réseaux sociaux, par exemple. Et aujourd'hui, la place qu'ont pris les réseaux sociaux, et notamment en particulier Instagram, peut être parfois comparable à ce qu'était la puissance de la télé il y a quelques années pour la cible de certains annonceurs. Donc c'est des choses qui étaient très peu prises en compte il y a quelques années. On avait même peut-être l'habitude au début, il y a une dizaine d'années, de dire bah voilà, on vous offre la négociation. C'était souvent à la fin de faire un petit cadeau sur les droits pour Internet, mais aujourd'hui c'est devenu très stratégique. Donc c'est en ça que le métier évolue tout le temps. C'est que il faut créer avec tous les nouveaux médias, il faut arriver à évaluer au plus juste la valeur de la diffusion des images. Voilà. Et donc ça, c'est aussi ce qui fait notre expertise, qui est renforcée par le grand nombre de commandes qu'on a traitées chaque année. Et donc on établit un peu des moyennes et ce qui fait qu'au final, on arrive à sortir un devis qui nous paraît le plus juste possible en ayant la connaissance de l'ensemble du marché. Et est-ce que parfois vos clients sont surpris du prix, de l'ampleur des droits, etc.? Déjà, je pense que le fait d'être agent, ça limite. On essaie de pas. Enfin, les clients qui nous contactent sont souvent des clients qui savent ce qu'est un agent et où mettre les pieds. Voilà. On a souvent parfois des retours d'illustrateurs qui nous demandent de traiter des commandes dont on n'est pas forcément à l'origine. Par exemple, ils ont été contactés via leur compte Instagram et là, on peut faire des prix et parfois, on se rend compte de la différence absolument phénoménale entre les prix qui sont ceux du marché, en tout cas d'un marché un peu contrôlé, que celui des images pour la presse ou pour la pub ou autre, et de ce qui peut exister avec des prix dans tous les sens qui peuvent démarrer très très bas vu l'offre absolument exponentielle d'illustrateurs. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin d'intermédiaires pour essayer de faire à la fois respecter les droits et les honoraires. Parce que souvent, les illustrateurs ne se rendent pas compte que si on leur propose de faire des échanges de services avec des grandes marques, ils ne sont pas forcément gagnants en travaillant juste pour la gloire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Cool. Non, vas-y, Michel. Bon, enfin voilà, donc en fait, je sais pas de défendre absolument le métier d'agent, parce qu'il y a des illustrateurs qui préfèrent travailler sans agent, qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de leur travail. Et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la rencontre pour déterminer si nous avons les mêmes objectifs sur le long terme et si on pense qu'on va bien s'entendre, bien travailler ensemble dans un climat de confiance où l'argent ne sera jamais un tabou. Oui, c'est un business, mais il y a quand même une alchimie relationnelle qui est nécessaire, quoi. Et pour nous, elle est essentielle. En fait, je pense qu'on connaît assez bien l'ensemble des illustrateurs qu'on présente. On connaît forcément un peu moins ceux qui sont à l'étranger, qu'on a moins l'occasion de voir. Mais oui, cette alchimie, elle est. Et je dirais que plus on avance, plus c'est le préalable d'une collaboration, c'est de sentir que la personne aura envie de rejoindre notre équipe et pas juste un moment dans son parcours. Ça ne nous intéresse pas trop d'intervenir juste pour quelques mois dans une carrière. On essaie plutôt d'intervenir au début de carrière et de suivre l'évolution des illustrateurs, ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, que certains illustrateurs nous font confiance depuis le début, et puis il y a aussi un renouvellement naturel de l'agence avec peut-être un rythme de 4 ou 5 recrutements par an de nouveaux dossiers. Et là j'en viens à l'offre qui est assez démente, puisque
personnellement, je dois recevoir 500-600 demandes par an, par mail d'illustrateurs, et très souvent, les gens que je recrute ne sont pas les gens qui m'ont écrit. Donc, et il y a encore, si je faisais un parallèle un peu avec les maisons d'édition qui reçoivent une quantité de manuscrits incroyable tous les jours au courrier, qui sont rarement les manuscrits qui sont retenus pour être édités ensuite. Je dirais que c'est un peu la même chose dans mon cas. Si je repère quelque chose, c'est très souvent quelque chose qui ne m'a pas été proposé directement, mais que je vais vouloir intégrer dans l'agence en me disant c'est exactement ça qui me paraît juste pour l'agence. Mais ça, je suis le seul à pouvoir le déterminer, puisque l'illustrateur qui m'envoie son dossier, il est persuadé que c'est exactement le dossier qu'il nous faut, mais sans avoir le recul et l'œil que nous on peut avoir. Du coup, la question à 1000 points, comment on fait pour avoir un agent d'illustrateur ? C'est la question que tout le monde se pose. Alors toi, Jérémy, comment as-tu fait ? Je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un vernissage, ça avait lieu oui, c'était ici. Ici, à la galerie. Tu étais là, vers la bibliothèque, et on s'est parlé. Tu t'es présenté, comme tu as un très bon sens du contact et du relationnel, comme tu le disais. Et voilà, je t'ai trouvé très sympathique, j'ai envie de voir ton travail. Michel te connaissait, il me semble. Et puis après, ça s'est pas fait tout de suite non plus. Non, ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps. C'est un bon exemple. Que... Alors, c'est vrai qu'on a peut-être pas précisé que tu es représenté par Agent 002 depuis un peu plus d'1 an maintenant, si je me trompe pas. Et ça a pris du temps. D'abord le temps de se connaître. Ouais. Et nous de voir par rapport à ton travail qui a beaucoup évolué aussi entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où je t'ai proposé d'intégrer l'agence. Et donc voilà. Après, il y a aussi une impulsion. À un moment donné, je me dis c'est le moment. Je vais envoyer un texto en disant c'est bon. C'est comme ça que ça se passe. Je sais pas si ça avait été le cas avec toi, mais à un moment donné, je me dis ça y est, c'est maintenant. Et il faut saisir la balle au bon à ce moment-là. Et puis c'est une histoire de timing, beaucoup. Oui. Hein. Voilà, et Michel a des fulgurances comme ça. Oui, je peux me réveiller la nuit en me disant oui tiens, il faut que j'appelle un tel et c'est maintenant. Oui, voilà. tout à fait. Et en fait, je me fie. Alors si c'est un sixième sens en fait. Voilà, en fait, c'est pas du tout une science exacte pour moi, mais c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Ouais. Mais quand je sais, parce que j'ai toujours, on va dire, quelques dossiers en réserve auxquels je pense en me disant oui, peut-être un jour ou peut-être pas. Mais à un moment donné, si j'ai pas ce déclic en me disant il faut appeler cette personne, c'est aujourd'hui, en général les choses ne se font pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Mais ça, c'est de l'ordre de l'inexpliqué. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est comme une rencontre dans la vie. On a envie de rentrer dans un cercle, de faire partager quelque chose. Ça ne s'explique pas. Voilà, je bafouille. Et encore une fois, la motivation des illustrateurs et la nôtre également est importante, puisque une fois qu'on est rentré chez un agent, a priori, c'est sur le long terme. Hein. Je répète un peu ce qu'a dit Michel, mais c'est vrai. On n'envisage pas une collaboration courte. Donc, ça repose aussi sur la motivation de l'illustrateur et tu l'étais. Hein. Oui. En fait, et je dirais que chaque et fois ton envie d'avoir un agent aussi. Ouais. Mais chaque fois que les collaborations ont tourné court, je pense que c'est parce que ça a été des décisions que j'ai prises sans avoir le recul nécessaire, où on était en bouclage de catalogue ou autre. Et je me dis oui tiens, ça serait bien, sans forcément. Voilà, on a eu 2-3 expériences malheureuses ces dernières années et qui me font réfléchir à 2 fois avant de proposer à quelqu'un de l'intégrer, pour être sûr que cette personne a vraiment envie d'être chez nous et n'hésite pas entre certains confrères ou le fait de tout faire en direct, parce que c'est aussi un point assez important, c'est qu'à partir du moment où on rentre chez un agent, on lui fait confiance pour s'occuper de ses clients. Et il faut éviter absolument qu'il y ait un double jeu ou qu'on se retrouve en concurrence avec nos propres illustrateurs, et quand des cas comme ça se produisent, là évidemment ça met fin souvent à la relation de confiance et donc à la relation de travail. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de relationnel. Enfin, nous, on se connaît, je crois, personnellement depuis un bon 2 ans, je crois. Et puis, on a signé ensemble, il y a 1 an. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout nouveau. Mais moi, depuis mes études, je suis votre boulot, quoi. Et les illustrateurs que vous avez représentés, je pense, je sais pas, à Jean Julien, Blex Bolex, Charlie Poppins, plein de gens comme ça. Oui, enfin, la grande famille, on va dire, la grande famille d'Illustrissimo, Agence 002. Si on compte le nombre de gens qui sont passés par les 3 agences en 25 ans, puisque si je remonte à l'origine, je pense qu'on a dû représenter tous agents et toutes agences confondues plus de 200 personnes.
Ah, c'est dingue. Et actuellement, nous avons sur les 3 entités, alors on sort un catalogue tous les 2 ans qui s'appelle 3 agents à Paris, 100 illustrateurs. Donc ça comprend également les collectifs. Il y a quelques duos, quelques trios. Mais en gros, on représente quand même une centaine de personnes dispatchées sur 3 entités avec 3 agents. D'ailleurs, on peut juste très brièvement, pour nos auditeurs qui connaissent pas entièrement les 3 entités, définir. Tu l'as brièvement mentionné avec le côté mode, avec agent 002, mais de temps en temps, on me demande d'expliquer quand je parle de mon agent. Je sais que je cite toujours le côté mode d'agent 002, peut-être le côté street un peu de les illus, mais vous l'expliquerez bien mieux que moi. Du coup, vous. Non, en fait, c'est très compliqué à expliquer parce que les identités étaient beaucoup plus marquées au démarrage de chacune des agences, à partir du moment où, en fait, chaque fois que j'ai décidé, également sur une impulsion, comme je disais tout à l'heure, de créer une 2e agence ou une 3e, parce que rien n'était prémédité, c'est que je sentais vraiment qu'il y avait une famille d'illustrateurs qui n'était pas du tout représentée dans telle ou telle autre entité. Et donc, ces différences qui existaient de manière très marquée au départ des agences sont un peu estompées, puisque ce qui est quelque chose qui est un peu à l'avant-garde au départ et qui a du succès devient beaucoup plus mainstream. Et donc va se propager dans l'ensemble des. Après, ces différences-là sont moins marquées, mais disons que j'essaye toujours de garder une couleur un peu différente. Alors, il y a des mots qui voulaient dire quelque chose il y a quelques années, qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Par exemple, au début d'Agence 02, je me souviens qu'on parlait de style ordi. On parlait d'un style tradi et un style drôle. ordi. Ouais. Alors, ça peut faire rire aujourd'hui, mais voilà, c'était la ligne de démarcation. Le côté street également, qu'on pouvait accoler à les illus en 2003 au démarrage de l'agence. Aujourd'hui, je serais bien en mal de définir ce qu'est le côté street dans l'agence. Maintenant, je pense que c'est en regardant les différents sites qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a des familles un peu différentes. Mais après, il y a des croisements possibles et on retrouve chez d'autres confrères agents des illustrateurs qui pourraient être chez nous et vice versa. Donc voilà. En fait, pour arriver à bien comprendre ces démarcations, ça serait un peu. Moi, je me vois. Au départ, je suis éditeur, donc je me vois un peu comme un éditeur agent qui aurait plusieurs collections d'illustrateurs, on va dire. Et étant aussi collectionneur, j'essaye de créer des ensembles cohérents à travers ces marques-là. Donc après, on le voit ou on le voit pas, mais c'est pas très important en fait. Il n'y a pas une ligne de démarcation entre les 3 agences, mais c'est aussi une manière d'avoir une identité repérable plutôt qu'avoir une agence un peu comme aux États-Unis par exemple. Il y a des agences où il y a 300-400 illustrateurs et rien qu'à la lettre A, il y a déjà l'équivalent de 4 agences françaises. Donc nous, on veut absolument pas faire ça en accumulant des strates et des couches d'illustrateurs, puisque si on acceptait évidemment toutes les demandes, ça ne ressemblerait absolument plus à rien. Donc ce qui fait la valeur d'avoir un agent c'est justement la sélection. Et donc là, je veille au grain pour que la ligne éditoriale de chacune des agences soit toujours le plus lisible possible. Mais j'aurais bien du mal à les définir. Disons que je peux expliquer historiquement pourquoi il y a eu ces 3 entités, mais après, c'est à chacun de voir quelle famille il trouve. Les clients vont peut-être s'adresser on a souvent d'ailleurs les mêmes clients sur les 3 entités. Hein. Donc voilà, ça dépend des sensibilités, mais c'est assez subtil comme différence quand même. Et hormis la motivation relationnelle, donc le climat de confiance qui est nécessaire et que vous essayez d'instaurer avec vos illustrateurs, tu disais que vous recevez pléthore de dossiers tous les ans, tous les jours probablement. Qu'est-ce qui vous fait vous pencher sur tel ou tel profil, et même pas forcément dans les mails que vous recevez, mais quel facteur autre que relationnel vous dites ok, lui ou elle, ça va vraiment coller, ça va matcher là maintenant. Quels sont ces facteurs? Michel a vraiment talent pour. Il a du nez vraiment. Ça c'est que Michel ça. C'est l'instinct, juste l'instinct. Oui, l'expérience en fait, aussi. C'est l'expérience, c'est à force de voir des images depuis l'enfance et de choisir. Parce que quand j'étais gamin, je faisais un peu la même chose. Donc, j'étais pas agent, mais j'avais beaucoup de livres. J'aimais beaucoup la bande dessinée, l'illustration, les dessins d'humour. Donc, j'opérais une sélection très claire entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et donc, aujourd'hui, j'en ai fait un métier, mais c'est exactement le même processus. Je sais tout de suite
quasiment instantanément si quelque chose va m'intéresser à un moment. Alors, ce que je disais tout à l'heure, des fois ça prend du temps parce que je me dis, tiens, ça c'est prometteur mais c'est pas encore mûr, ou ça c'est très bien mais on a déjà, ou ça c'est magnifique mais c'est pas pour nous. Ça irait mieux chez tel ou tel confrère. Et après il y a aussi plein de choses que je n'aime pas du tout et que je ne retiendrai pas. Voilà, donc ce qui fait l'unité de ces agences, c'est aussi le fait que je les ai choisis, et donc ça passe par le filtre de mon regard en fait. Et par rapport à la demande du marché par exemple, ou les modes, j'imagine que en 20 ans, enfin presque 30 ans pour Illustrissimo et 20 ans d'existence avec Agent 002, vous avez dû voir des modes, des changements dans l'illustration, dans la demande. Donc ma question elle est là-dessus aussi, et je me pose aussi la question, comment votre agence, vos agences et 002, vous avez réussi à vous adapter? Alors il y a deux choses, hein. Il y a s'adapter et anticiper. Donc il y a des périodes où je pense qu'on a anticipé certains mouvements et sentir les choses avant qu'elles deviennent évidentes pour tout le monde. Et puis il y a d'autres périodes où on se dit ah oui tiens voilà il se passe ça et ça. Est-ce qu'on est encore pertinent par rapport à l'offre? Évidemment, chaque génération et chaque époque amène ses modes, ses tendances, tout ça. Donc nous on essaye aussi d'avoir un renouvellement avec des jeunes illustrateurs. Souvent les gens qu'on représente ont moins de 30 ans quand ils arrivent à l'agence. Et ils vieillissent avec nous, mais on essaye quand même de rester à l'affût des nouvelles tendances. Mais voilà, je n'ai pas d'autres explications. Il y a une partie d'instinct, et puis il y a l'air du temps, tout simplement. L'illustrateur, c'est quelqu'un qui doit être en phase avec son époque. Un illustrateur qui ne travaille pas à la commande n'est plus illustrateur. C'est-à-dire que un peintre peut travailler dans son coin sans forcément vendre de tableaux et sans forcément... un peintre qui ne vendrait pas de tableaux pourrait rester un peintre. Un illustrateur qui ne vend pas d'illustration, pour moi, n'est pas un illustrateur, parce que l'illustrateur est tellement lié à la commande que pour se définir illustrateur, il faut qu'il y ait des commandes qui prouvent qu'on est bien illustrateur. On recherche des styles vraiment singuliers. Faut pas que dans une même agence plusieurs se ressemblent, et il y a une harmonie générale. Michel a vraiment un don pour trouver des illustrateurs qui sont pas du tout évidents au premier abord, et puis finalement ça va cartonner. Et moi, je peux regarder Instagram pendant une demi-heure. À la fin, j'ai l'impression de voir pas beaucoup d'images différentes. Et Michel, lui, il dit mais un tel, je l'ai repéré. Voilà. Vraiment, c'est un vrai talent. Donc, il faut que oui, ce soit harmonieux l'ensemble. Avec certains ont des styles plus pointus, je dirais moins généralistes. On peut pas leur proposer n'importe quel projet. Puis d'autres vont pouvoir s'adapter à des sujets moins évidents, plus généralistes. Et c'est tout ça qui fait l'agence. Et quand tu parles de pointu, quand ça devient trop pointu, est-ce que ça peut parfois être difficile à vendre, par exemple? En fait, quand ça dépend, il peut y en avoir pour tout le monde. Si c'est l'illustration plus de mode, ça sera pas pour toi, Jérémy. Bah non, voilà, c'est clair. Exactement. Là, je trouve que c'est plus pointu. Par contre, toi, tu vas pouvoir travailler sur des sujets moins évidents. Je sais pas, Non, mais sans parler d'un cas en particulier, il y a des illustrateurs qui sont tout terrain. Donc, on se dit tel ou tel dossier va pouvoir intervenir sur un panel de clients très large, et d'autres sur un secteur plus pointu. Et quand je dis plus pointu, c'est pas un jugement de valeur. On sait que certains illustrateurs, on arrivera à les vendre peut-être 3-4 fois par an, mais sur un créneau très particulier, et d'autres vont avoir du travail beaucoup plus régulièrement. Mais voilà, donc j'essaie de garder cette diversité justement pour ne pas avoir qu'un certain type de clients. Les clients qu'on a sont vraiment très très variés. Oui. Et tout à l'heure vous me disiez que l'illustrateur se doit d'une certaine manière de continuer à être dans l'air du temps. J'imagine que l'agent d'illustrateur aussi. Comment vous avez fait pour rester dans l'air du temps? Parce que ça fait quand même un bout de temps que vous existez. Merci de souligner l'ancienneté, mais je pense que 20 ans, c'est vraiment un âge très jeune, en fait. Donc, on a pas mal d'illustrateurs de 20 ans, donc pour nous, on a toujours 20 ans, en fait. Et en fait, si on sentait pas en fait,
l'agence aurait sombré depuis longtemps si elle était restée sur ce qu'elle faisait au départ. C'est-à-dire, l'agence évolue avec l'époque et ce que je disais tout à l'heure, on essaie d'anticiper et puis parfois on suit le mouvement aussi. Ça dépend des périodes. Et les changements majeurs type Instagram, comment est-ce que ça a pu changer les règles du jeu? Alors Instagram, c'est un phénomène relativement récent. Non pas qu'Instagram vient de démarrer, mais relativement récent comme instrument de mesure. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu le thermomètre. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est un indicateur de voir quelqu'un qui a une notoriété sur Instagram, mais ce n'est pas le seul indicateur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve brillantes, qui ont beaucoup de followers sur Instagram, et d'autres que je trouve totalement pitoyables, qui sont encore plus célèbres. Donc, moi personnellement, je regarde évidemment cet indicateur comme un autre, mais il faut avant tout que ça puisse me toucher, et puis que la personne derrière son écran soit quelqu'un avec qui on puisse communiquer et pas juste un mur Instagram. Donc on travaille avant tout avec des personnes. Mais on est bien conscient que aujourd'hui c'est indispensable pour les illustrateurs d'être présents le plus possible sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie aussi des demandes des agences en particulier, la notoriété des illustrateurs. Ah ouais? Oui. Ah vas-y, explique, ça m'intéresse là. Bien, sur certains projets, je pense que ça peut faire une différence s'il y a beaucoup de followers, puisqu'on me l'a demandé quand j'ai présenté pour certains projets des illustrateurs, on me demandait sur les réseaux sociaux combien ils avaient de followers. Mais c'est fou parce que au final c'est un chiffre qui est parfois complètement biaisé. On sait tous qu'on peut acheter des followers par exemple. Est-ce que les illustrateurs le font? J'en doute. Ouais. Bon. Moi je sais que sans remettre en cause l'instrument de mesure, c'est vrai qu'aujourd'hui le fait d'être célèbre sur Instagram peut être un argument pour faire une négociation. Nous-mêmes, alors au départ, c'est effectivement, on était très surpris quand on nous demandait, avant même de voir quoi que ce soit, qui avez-vous comme illustrateur qui aurait plus de 50 000 followers, 100 000 followers. Wow. Voilà, donc là, c'est un peu un renversement, ce qui pourrait paraître un peu choquant au départ, et après, on s'habitue et on s'adapte. Mais après, il y a certains illustrateurs qui pourraient n'avoir que très peu de followers sur Instagram, mais qui ne seraient pas moins intéressants pour autant. Donc, encore une fois, c'est un instrument de mesure pour certains clients, mais ce n'est pas le seul critère, loin de là. Ouais, bien sûr. Et puis après, c'est aussi très générationnel. Il est évident que pour des gens qui sont nés dans les années 2000, ils ont toujours connu Instagram. Donc pour eux, c'est un peu l'alpha et l'oméga de tout. Le nombre de followers sera très important pour eux, plus qu'il ne pourra l'être pour les gens des générations précédentes. Bien sûr. Et qu'est-ce qui était générationnel auparavant? À l'invention de l'imprimerie Non, mais je veux dire dans l'industrie si on peut parler d'industrie d'illustration, quels sont les facteurs qui ont changé au fur et à mesure des années et qui ont un petit peu changé Il y a le passage à l'ordinateur. Comme tu disais, il y avait le style tradi, le style ordi, ça c'est comme il y a une vingtaine d'années. Si je comprends bien la question, ouais, elle est volontairement générale. Hein. Oui. Je dirais que c'était peut-être la présence dans la presse où on se disait tiens tel ou tel illustrateur est visible dans je sais pas le New Yorker, Télérama, Les Inrecuptibles ou je ne sais quel autre magazine, et qui va donner un peu un instrument de mesure. Je parlais tout à l'heure de Wallpaper, qui était la revue qui est apparue dans les années 2000, qui donnait vraiment un peu le ton en termes de mode de design, qui était la revue de référence, qui a permis de lancer certains illustrateurs à un niveau international. Donc aujourd'hui, je pense que il y aurait pas le même phénomène par rapport à une revue. Je pense également à la revue Clark, qui était aussi très influente. Je sais que tu as interviewé Guillaume Le Goff récemment, et je me souviens très bien dans les années 2005, au moment d'ailleurs de la création de Les Illus, la revue Clark était pour nous une revue de référence, ainsi que la librairie à l'époque, le Lazy Dog. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui peuvent être des galeries, des revues qui vont créer une tendance, et une agence, et notamment c'était le cas pour Les Illus, à sa création, était dans ce mouvement-là, en fait. Bien sûr.
Moi, Jérémy Ville, là, je vois un petit bouquin là de lui, c'est dans Clark que je l'ai découvert, quoi. Oui, et je pense que dans l'équipe de Les Illus, pour en revenir aux identités des agences, beaucoup d'illustrateurs ont émergé dans la revue Clark ou associés à ce qu'on appelait la street culture, terme qui est un peu moins utilisé aujourd'hui. Mais voilà, et donc Agent 02 pour moi a été associé aussi bien à la musique électro, à la lounge music, au easy listening, voilà, pour faire des parallèles avec la musique. C'était vraiment le premier pic d'Agent 02 à cette époque dans les années 2002-2003, associé à ça, au retour de l'illustration de mode. Voilà, aujourd'hui, c'est plus tellement ce qui définirait l'agence en fait. Ouais. Pour en revenir à Agent 02. Quand j'ai commencé tout début 2005, il y a eu une expo au Bon Marché, c'était très très mode. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, il ferait pas une expo en illustration sur ce thème-là, j'imagine, ou il faut peut-être pas même d'illustration. C'est vrai que ça en fait, il faut savoir que tout est cyclique. Donc, voilà, le cycle est passé. souvent, il faut une trentaine d'années. Mais c'est intéressant. Ouais. Il faut une trentaine d'années pour qu'un cycle revienne. Donc, l'illustration de mode était totalement tombée en déshérence dans les années 90. Alors, il y avait pas mal d'illustrateurs liés à la mode, aux couturiers dans les années 80. Et puis, si on remonte plus loin dans les années 20 et les années 30, voilà. Et donc, ce sont des cycles. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins significatif. D'ailleurs, je reçois beaucoup moins de demandes dans ce domaine-là, à la fois des illustrateurs et des clients. Et il y a un moment où il y avait par an 4-5 livres sur fashion illustration. Et voilà, aujourd'hui, ça paraît moins dans l'air du temps, mais ça reviendra sous une autre forme. Ouais. Voilà, donc et c'est vrai que souvent il y a des phénomènes éditoriaux où tout d'un coup il va y avoir, sans que personne se soit concerté, 4-5 livres chez les éditeurs d'art graphique sur le côté fait main ou le côté vectoriel ou voilà. Et donc chaque époque comme ça a ces petits mouvements. Tout d'un coup on va voir arriver plein de gens qui vont utiliser telle ou telle technique. Je me souviens il y a 25 ans le gros truc c'était la pâte à modeler. Aujourd'hui il n'y a plus personne qui fait des illustrations en pâte Fimo ou pâte à modeler. Mais pendant 3-4 ans, c'était une grosse tendance. Chaque agent avait ses illustrateurs de pâte à modeler. Quand j'ai démarré dans les années 92, pas connu cette belle époque. En fait, quand j'ai démarré en tant qu'agent, la tendance dominante, c'était l'hyperréalisme. Et les budgets que s'arrachaient les agents, c'était prochainement ouverture d'un complexe immobilier à Levallois-Perret avec 500 appartements. Et donc le challenge, c'était d'avoir l'illustrateur hyper réaliste qui allait décrocher la timbale avec des illustrations très chiantes mais très bien payées. Et moi tout ça me faisait un peu horreur en me disant si c'est ça l'illustration, je trouve ça abominable. Et je suis arrivé avec des illustrateurs qui étaient complètement différents de ça et c'était surtout à l'époque des illustrateurs d'une vingtaine d'années. On avait tous, il y avait le côté bande aussi quand on démarrait. On avait tous 24-25 ans et aujourd'hui le rapport, alors ça c'est encore un autre aspect, mais le rapport qu'on peut avoir avec nos illustrateurs est très différent d'un rapport de copains en fait, puisque souvent à l'origine d'une agence, il y a le fait de s'inscrire dans un groupe de gens et il y a pas mal d'agents qui ont démarré en étant copains avec des illustrateurs, en disant tiens peut-être que je pourrais les représenter. Donc ça c'est souvent ce qui peut être l'impulsion de départ. Et après le plus compliqué en fait c'est pas de démarrer, quel que soit le métier, c'est de durer, de traverser les décennies en fait. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Et ça c'est un peu ma prochaine question, c'est ce qui m'intéresse. Comment vous faites pour instaurer une relation sur la durée et concrètement une fois que vous signez quelqu'un, comment se passe la collaboration? Alors déjà le fait de signer, alors bon, c'est vrai qu'on peut contractualiser un peu ce rapport-là et pour nous il y a d'abord un engagement moral au-delà du contrat écrit. Et comme maintenant, depuis 2 éditions, on sort un catalogue, les 3 agents à Paris, dont la durée de validité est de 2 ans, le contrat moral pour moi est de l'ordre de 2 ans. Et si les choses se passent bien et que ça tourne correctement pour tout le monde, les contrats se renouvellent automatiquement. Il n'y a pas on met pas d'échéance en se disant on vous représente jusqu'au 31/12 et après on passe à autre chose. Voilà, c'est un renouvellement de confiance automatique, de la même manière que si une
relation se détériore pendant la durée d'un contrat, on va pas faire en sorte que ça puisse durer au-delà d'une friction qui pourrait se passer, puisque encore une fois, on a vraiment envie que les choses se passent bien, que ça soit fluide, puisque tout est déjà suffisamment compliqué pour ne pas devoir être en plus en relation de conflit ou où il y ait le moindre doute sur la qualité de cette relation agent-illustrateur. Donc, on essaye vraiment de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec nous. C'est vraiment un critère très important. Alors, il n'y a pas que des frictions, parce que ça s'arrête pas. C'est très très rare qu'il y ait des vrais soucis avec les illustrateurs. Vraiment, heureusement, c'est rarissime. Mais sur la durée, où il peut y avoir une certaine lassitude de part et d'autre, un illustrateur qui évolue plus trop, qui attend que ça se passe, donc nous on est moins motivés. Enfin. Et puis ça, on en discute. Est-ce qu'il y a un regain d'énergie ou pas? Voilà, donc ça peut se passer comme ça. Ou les illustrateurs, il y en a pour lesquels il se passe rien non plus. Donc au bout de plusieurs catalogues, si ça décolle pas en dépit de nos efforts, peut-être qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, tout simplement. Oui, c'est comme un couple, il faut rajouter du piment, quoi. C'est une relation de couple. L'illustrateur ne perd rien. Ouais, bien sûr, ouais. Il n'a pas gagné plus, et voilà. Donc, pour en venir au début de ta première question, tu disais qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ce qui va d'abord nous donner envie d'aller au bureau, c'est que l'envie de travailler avec notre équipe. Et si cette envie n'existe plus, on passe à autre chose, évidemment. Voilà. Encore une fois, c'est une relation dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre aussi qu'un illustrateur ait envie de changer d'agent, puisqu'à un moment donné, il dit tiens, peut-être que je n'évolue plus dans cette structure, à tort ou à raison, et on ne retient pas les illustrateurs. C'est une relation libre quand même. Voilà. Donc l'engagement moral est souvent rattaché à cette parution de catalogue, et au-delà de cette parution, s'il y a un renouvellement, il se fait automatiquement. Oui, bien sûr. J'aurais bien voulu adresser certains si je peux appeler ça, des fantasmes que parfois... moi, je sais que quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur en 2013, j'avais l'impression que avoir un agent, c'était quelque chose d'obligatoire, et que quelque part, c'est comme si vous étiez les seuls à détenir les clés du succès de quelqu'un. Voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez un petit peu si vous pouviez adresser certaines des idées reçues, pas que celles-là, mais d'autres, des idées que vous entendez régulièrement, vous dites, mais en fait, ça c'est peut-être une compréhension erronée de notre métier, et de remettre peut-être un peu les points sur les i par rapport à ce genre de choses. Alors moi, j'ai l'impression d'entendre un peu le contraire en ce moment. Il m'est arrivé récemment de contacter des jeunes illustrateurs et qui se posent sincèrement la question en disant, mais en gros, à quoi servez-vous? Je me débrouille très bien, j'ai pas mal de commandes. Donc après, chacun a son fantasme, voire ses a priori en fait, puisque l'agent n'est pas forcément un passage obligé pour le succès. Il y a des gens qui se débrouillent très bien sans agent, mais après chacun va faire comme ça l'arrange en fait. Donc nous, on ne prétend pas être les détenteurs de la clé du succès. On pense pouvoir en cas de succès, permettre de profiter au maximum de ce succès-là et de bien driver la carrière. Mais après, il y a des choses qui se font en dehors du circuit des agents, et puis toutes les pratiques ont beaucoup évolué ces dernières années. Ouais. Notamment, on parlait des agences de publicité qui étaient souvent effectivement liées aux agents avec les acheteuses d'art. Donc c'est peut-être un mot un peu connu en dehors de la profession, mais l'achat d'art, en fait, c'est la fonction à l'intérieur des agences. C'est la personne qui contacte l'agent pour faire intervenir tel ou tel talent, illustrateur ou photographe. Mais aujourd'hui, cette profession est un peu plus est moins identifiable qu'il y a quelques années, comme la profession d'agent est un peu moins identifiable qu'il y a quelques années par rapport à ce type de client. Donc aujourd'hui, l'agent doit faire plusieurs métiers aussi. Donc pas seulement se reposer sur ses acquis, mais aussi inventer de nouveaux métiers. On a pas mal de confrères qui ont développé d'autres expertises. Moi, me concernant, c'est plutôt la partie édition que j'essaie de développer pour pouvoir ne pas seulement dépendre des commandes extérieures, mais aussi pouvoir générer des propres commandes en amenant des projets, en étant proactif. Ouais.
Bah, c'est super intéressant d'entendre ça de votre point de vue d'agent, parce que je peux vous assurer que quand je discute avec mes amis illustrateurs, illustratrices, qui sont pas forcément des rockstars, quoi, mais qui, voilà, ils font un très bon travail, tout le monde se demande comment avoir un agent et beaucoup aimeraient en avoir un et ils se demandent comment. C'est pour ça que je parle de fantasme ou de comme si ils se disaient que c'est à tort ou à raison que c'est l'agent qui va débloquer les choses. Mais j'avais bien aimé ce que tu m'avais dit il y a 2 ans. Tu m'avais dit, Michel, que quelque part l'agent il est uniquement là en tant qu'amplificateur d'une énergie qui existe déjà. Ah oui, ça, j'en suis persuadé. Oui. Oui, c'est pas une fin en soi d'avoir un agent. Genre, on n'est pas si nombreux que ça, alors qu'il y a beaucoup d'illustrateurs et beaucoup réussissent à avoir des projets très intéressants sans aucun agent. Alors, si je devais faire un portrait après de la profession, je dirais que peut-être sur 5000 illustrateurs en activité, mais bon, c'est un chiffre très aléatoire, hein. Il y en aurait 10% qui seraient représentés, c'est-à-dire à peu près 500 illustrateurs représentés par l'ensemble des agents parisiens, c'est-à-dire à peu près une quinzaine, une vingtaine d'agents qui chacun auront des équipes souvent entre 25 et 35 personnes comme nous. Et puis il y a les 90 autres pourcents qui se demandent comment faire. Oui, mais de toute façon, comme dans toute profession artistique, la part de gens qui réussissent est toujours une infime minorité. Donc, que ce soit dans les métiers de la musique, du cinéma ou toute autre profession artistique, on va retenir une poignée de noms. Déjà, souvent la notoriété d'un illustrateur est très relative, parce que c'est souvent une notoriété dans le milieu. Donc, si on pose la question à un public plus élargi, déjà le mot illustrateur ne sera souvent pas bien compris. Je parle même pas du mot graphiste, où là ça serait encore plus compliqué d'expliquer ce qu'est un graphiste, puisque souvent, si je sors de mon cercle professionnel, si je dis je suis agent d'illustrateur, souvent on ne comprend pas ce que veut dire ce mot. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait des illustrateurs, et encore moins qu'il existait des agents. Et donc le nom d'illustrateur connu du grand public, il y en a absolument peu. C'est clair. Quel conseil vous donneriez à un jeune talent qui a envie de percer non seulement dans le milieu de l'illustration, mais qui aimerait éventuellement peut-être un jour être représenté? Le conseil, c'est d'utiliser les outils communiquer le mieux possible. Si à un moment donné il doit avoir un agent, les agents feront aussi leur travail de veille. Donc, si les choses doivent se faire, elles se feront. Et c'est aussi simple que ça. Je pense aussi qu'il faut développer vraiment son style personnel et pas faire comme les autres parce que les autres ça marche bien à ce moment-là. Enfin, il faut développer ce qu'on a en soi vraiment. Il faut avoir quelque chose à dire, oui. Et pas seulement adopter l'écriture du moment, parce quand quelque chose marche, immédiatement il y a autant de copies sur le marché. Et puis dans quelques années, ça sera plus ça. En fait, quand une tendance s'arrête, c'est très rapide. Et à un moment donné, on se dit ah oui tiens, ça c'est la saison précédente, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, pour les gens qui surfent juste sur une tendance sans avoir une écriture personnelle, sont balayés par la mode d'après. Alors après, il y a des profils qui sont plus caméléons que d'autres et qui s'adaptent selon les années. Mais nous, on essaie quand même d'avoir des gens qui ont une écriture qui va évoluer évidemment, parce qu'il s'agit pas de garder parce que si on compare le dessin c'est une écriture en fait, donc on va faire évoluer son écriture en changeant peut-être sa gamme de couleurs ou sa technique ou autre, mais l'essentiel c'est qu'on reconnaisse toujours la patte d'un illustrateur qui évoluera, parce qu'un illustrateur qui n'évolue pas il se condamne lui-même en fait. On doit pouvoir retrouver sur une carrière de plusieurs années, pouvoir dire oui ça c'est plus c'est toujours le même illustrateur, mais ça c'est ce qu'il faisait dans les années 90, 2000, 2010, c'est la même personne mais qui a évolué avec son époque sans se trahir pour autant. S'adapter, avoir quelque chose à dire et transcender le style d'un moment quoi. C'est oui tous ces 3 critères sont très importants. Ouais, c'est intéressant parce que très souvent la question qu'on voit c'est quel est mon style ou quel style dois-je adopter. Et moi j'ai toujours du mal avec cette question parce que pour moi le style c'est la résultante d'un travail intérieur quoi. Moi quand je vois mon boulot il y a 6 ans et ce que je fais aujourd'hui, moi mon travail était très vectoriel.
je bossais que sur Illustrator. Aujourd'hui, je m'interdis Illustrator parce que j'en ai eu ma claque et j'avais l'impression de faire des maths. Et mon travail, donc je bosse que sur Photoshop, et mon travail visuel ressemble beaucoup à presque à une évolution personnelle en fait. Après, évidemment, mon travail d'illustrateur est le bout de l'iceberg que je vends en fait, mais je sais que c'est la résultante d'un travail interne, d'une histoire personnelle quoi. Et dans 5 ans, tu verras, ça va encore. Ben oui, j'espère. Ah oui, oui, oui. Pendant une longue période, on va chercher son style, et à un moment donné, on l'a trouvé, et puis on se pose plus la question du style. Ouais. Ce serait un peu comme un ado qui cherche à avoir un style, et puis à un moment donné, il est arrivé à maturité, et puis il a trouvé son style, et il va évoluer avec son style, mais nous, on va être intéressés à partir du moment où les gens se sont trouvés. On n'est pas là pour faire il peut y avoir un rôle de conseil, mais ce qui est très compliqué dans une journée de consacrer 1 heure ou 2 pour donner des conseils à des illustrateurs en devenir, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, mais qu'il est très compliqué de faire aujourd'hui. Donc je vais donner, dans les quelques rendez-vous que je vais donner, ce sera des gens qui auront déjà un style un peu affirmé, et quitte après à affiner ensuite par le biais d'une discussion et de donner quelques orientations, coacher en quelque sorte certains illustrateurs, mais à partir du moment où l'illustrateur a trouvé son écriture, moi je n'interviens absolument plus dans leur création. Si on me sollicite pour un conseil, je peux dire oui, cette direction est plus intéressante que l'autre, mais il est très rare pour moi d'intervenir, et encore moins dans le cadre d'une commande, d'intervenir sur le style de l'illustrateur. Oui, bien sûr. Oui, puis c'est sensible quand même cette question-là. C'est clair. Hein. Donc les illustrateurs, ils mettent leur trip sur la table. C'est difficile aussi d'accepter les critiques, même si ce sont des critiques saines qui amèneraient à évoluer. De temps en temps, certains peuvent être fermés. C'est compréhensible. Ça demande réflexion, une remise en question de soi-même. C'est pas évident. Oui, ça demande de la flexibilité. Moi, je sais qu'au début, j'étais beaucoup plus précieux sur mon travail qu'aujourd'hui. J'arrive beaucoup plus facilement à faire des concessions parce que je comprends qu'on est dans une relation et voilà, ma vie n'est pas en jeu, quoi, non plus, quoi. Ouais. Il faut relativiser aussi, hein, effectivement, parce que on part d'un travail personnel, mais si on fait une critique ou une remarque sur un travail, on ne remet pas en question la personne et son identité, mais juste voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on fait attention dans nos critiques de ne pas blesser les gens et de faire comprendre à demi-mot pourquoi quelque chose est plus intéressant qu'autre chose. Puis si à un moment donné on ne voit plus ce qui est intéressant, c'est là où effectivement on s'éloigne, voilà. Super. J'arrive un petit peu à la fin de mon interview. Donc on fête cette semaine les 20 ans d'Agence 002. Est-ce que vous pourriez m'évoquer un de vos souvenirs préférés? Alors, moi, j'ai pas un souvenir préféré. Je suis toujours, en fait, souvenir préféré, ça serait pas le mot. Mais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est toujours le démarrage des histoires, en fait. Un peu comme dans une histoire d'amour, on se souvient toujours des débuts. Et je me souviens très bien alors je vais donner une petite anecdote comme ça, qui a été un déclic pour moi. C'était la rencontre avec Monsieur Z, par exemple, que je connaissais, dont je ne connaissais pas le travail d'illustrateur, mais dont je connaissais un membre de sa famille, et on avait passé une soirée ensemble à discuter. Et à la fin de la soirée, Monsieur Z Richard Zelenkiewicz me donne sa carte, et là je voyais une petite carte avec un esprit cartoon, un petit hommage à ma sorcière bien-aimée, et j'ai ressenti comme un coup de baguette magique de ma sorcière bien-aimée, et je me suis dit mais ça c'est vraiment formidable, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. À la même période, j'ai rencontré d'autres personnes où je me disais mais ça aussi c'est chouette, et je me suis dit faisons une deuxième agence, et j'ai trouvé le mot agent double que je trouvais amusant et pertinent par rapport au fait qu'il y ait déjà une première agence, avec le côté un peu mystérieux, agent secret, et donc j'ai beaucoup joué avec le terme d'agent double, et je n'apparaissais d'ailleurs même pas dans l'organigramme d'agent double. C'était l'agent qui s'en occupait à l'époque, qui était en première ligne, et c'était un petit jeu pour moi de me dire on va faire une deuxième agence, et puis personne ne saura que j'en suis à l'origine. Je voulais rester rattaché à Illustrissimo, puis surtout je ne savais pas si ça ferait s'il serait du
du succès. Et puis maintenant, 20 ans après, j'aurais pas forcément imaginé que 20 ans après, ça sera toujours une agence aussi active et qui se renouvelle en permanence. Voilà. Donc voilà, c'est pas un souvenir, mais c'est bien sûr. c'est une période qui m'avait beaucoup plu. Et après, on rentre effectivement. Les journées sont tellement denses, il y a tellement de choses qui se passent que c'est très difficile d'extraire. Voilà. Après, il y a des campagnes qui ont marqué. Par exemple, une campagne avec Seb Jarno pour Nike, qui avait été notre première campagne internationale et qui avait été très très largement relayée dans tous les livres sur le graphisme, l'illustration. Donc, il y a eu des moments où je sentais qu'on passait des paliers. Voilà. Et sinon, après, il y a tellement d'événements dans une même journée que... Bien sûr. Et puis plein de belles choses aussi. Voilà. Et puis on retient surtout... moi, mes repères, ce sont surtout les catalogues, en fait. Ah oui. Et donc, toujours un peu une fête, ça. C'est mon petit plaisir, c'est de faire... avant de faire le catalogue général des 3 agences, il y avait des publications, des expos, etc. Donc voilà, les souvenirs sont souvent beaucoup, en tout cas pour moi, beaucoup plus liés aux événements en dehors des commandes que les commandes elles-mêmes. C'est un petit peu pareil pour moi. C'est plus lié quand on sort du travail, en fait, du quotidien. Michel a cité une campagne qui l'a marqué. Moi, c'est une autre. En fait, c'est Orangina, parce que j'ai eu pendant 5 ans, j'ai eu toutes les campagnes print Orangina avec Antoine Elbert. Et c'est vrai que je me souviens quand Michel m'a présenté le travail d'Antoine Elbert, je savais pas trop quoi dire là, c'était tellement différent, c'est de l'hyper-réalisme, c'était des personnages hybrides, je les ai vus. Ouais. Et alors ça a été un succès vraiment mais immédiat pour Antoine, il était à peine dans l'agence, ça y est, c'était parti. C'est vrai que ça reste une campagne vraiment qui m'aura beaucoup marqué. Et puis après, ce sont des événements en dehors. J'ai un bon souvenir d'une soirée qu'il y avait eu pour John Lobb, où il y avait plein d'illustrateurs qui avaient été conviés. Et je sais pas, ça reste un bon moment pour moi, mes débuts. C'est aussi les débuts, c'est vrai. Ouais, bon, c'est souvent très sentimental. Hein. On avait fait une soirée avec il avait fait venir Roberto Martinez d'Espagne, une soirée aux Beaux-Arts pour une marque de champagne. Et ça reste un très bon moment. Voilà, c'est vrai. Et puis après, tout ce qui se passe, en effet, côté galerie, quand on invite, quand il y a les catalogues. Ouais, ça, c'est des, voilà, c'est des bons moments. Oui, les moments qu'on retient sont pas les moments du quotidien, évidemment. Voilà, sont des moments un peu emblématiques, quoi. Oui. Comme, par exemple, cet anniversaire des 20 ans où il y aura une surprise qui sera présentée, à la galerie du 13-10 à l'occasion d'une parution sur laquelle on travaille actuellement, et qui devrait marquer un peu cet anniversaire. Il y a 10 ans, il y avait eu un livre qui s'appelait Bella Ciao, et donc l'idée, alors voilà, ça c'était un souvenir un peu marquant, on va dire. Pour les 10 ans, j'avais fait appel à un scénariste, Fred Bernard, qui avait imaginé une histoire qui se déroulait tout au long du XXe siècle, et j'avais demandé à ce qu'elle soit découpée en autant de chapitres que d'illustrateurs, et on avait fait un travail assez monumental à l'époque, qui nous avait pris presque une année, pour faire illustrer cette histoire par l'ensemble des illustrateurs. Pour les 10 ans, on avait fait venir l'ensemble des illustrateurs, beaucoup n'étaient pas parisiens, et donc on avait fait une soirée dans une galerie, Art Ludique, où on présentait les travaux des uns et des autres autour de ce livre Bella Ciao. Et ce qui est amusant, c'est une petite parenthèse, mais vient de sortir une bande dessinée de Loustal et Fred Bernard qui reprend l'histoire de Bella Ciao en bande dessinée, et donc illustrée par Loustal. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil amusant que pour nos 20 ans, c'est un hasard complet, ressorte en bande dessinée une idée que j'avais eue il y a 10 ans avec Fred Bernard. Alors voilà, peut-être que pour les 30 ans, ce que je prépare sera peut-être une comédie musicale, on verra. J'allais dire, là, le mot de la fin, un souhait pour les 10 prochaines années. Que ça continue comme ça. Oui, que ça soit toujours aussi dynamique, vivant, que l'on reste tous motivés, que les illustrateurs qu'on fasse comme ça une jolie famille et qu'on se retrouve dans 10 ans. Ouais, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Bon, bon anniversaire à Agence 002. Rendez-vous dans 10 ans. Et puis merci Sophie et Michel pour votre temps. C'était passionnant. Merci. C'était ma discussion avec Michel Lagarde et Sophie Federkeil. Merci à eux pour ce partage. Je suis ravi d'avoir pu discuter de tout cela avec vous. Comme mentionné au début de cet épisode, afin de fêter les 20 ans d'Agence 002, Michel et Sophie vous ont préparé plusieurs surprises.
à commencer par la sortie du Grand Hôtel 002, le magnifique nouveau catalogue de l'agence, que vous pouvez dès aujourd'hui précommander en soutenant la campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. En plus des diverses versions du catalogue, vous aurez également le choix entre des exemplaires numérotés et signés par les artistes, des affiches, des prints et même une collection de plateaux à tirage limité reprenant les divers visuels du catalogue. De quoi rassasier tous les amateurs de belles images. Vous pourrez également admirer tout cela lors du vernissage de l'exposition à la galerie 1310 à Paris le mercredi 11 mars prochain. J'y serai, alors be there or be square. Pour en savoir plus et pour soutenir la campagne, visitez kisskissbankbank.com et cherchez Grand Hôtel 002. Et comme une annonce n'arrive jamais seule, une seconde exposition aura également lieu du 23 avril au 31 mai à la librairie Arthazar à Paris. Rendez-vous pour ça le 28 avril pour le vernissage. Dans la suite des actualités, Agence 002 a aussi un tout nouveau site internet. Alors si cette interview vous a plu, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil ou à suivre Agence 002 sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou à m'écrire un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et puis, pour être sûr de ne plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, mais aussi Twitter, LinkedIn et pourquoi pas Facebook, allez, et vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les 2 semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Si d'épisode en épisode ce podcast vous encourage et vous inspire, pensez à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Moi, de mon côté, ça me permet de développer ce projet dans de meilleures conditions. Et vous, ça vous permet d'accéder à des mini-épisodes exclusifs du podcast. C'est du gagnant-gagnant. Et ça, c'est une philosophie qui est très chère à mon cœur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Comme d'habitude, merci à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Music ou écouter ses sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.